pour nous maintenir, hein, pour nous assujettir, pour nous maintenir dans la dépendance. Pour nous faire peur. Pour nous mettre dans des camps. De manière à créer en chaque citoyen un état de peur. C'est-à-dire, vous réfléchissez comme des gens qui vivent dans une zone de pacification. C'est-à-dire, on a conçu une sorte de camp de... Bon. Oui, de camp. Je ne vais pas utiliser un autre mot. On vous a entassé là. On vous dit comment est-ce que vous allez fonctionner. Même votre réflexion. On vous oblige à suivre une certaine ligne. Donc quand vous sortez de là, vous vivez avec ce syndrome-là. C'est comme ça que quand on regarde les Camerounais aujourd'hui là, ils se comportent. C'est comme s'ils souffrent d'un syndrome post-traumatique. Ouais. Étant donné que nous sommes dans un état de guerre permanente, nous devons nous comporter comme des guerriers, comme des soldats, comme des révolutionnaires. Parce que si vous avez affaire à un régime policier contre-subversif, ce que vous devez faire, c'est de faire exactement ce qui vous empêche de faire. C'est-à-dire, démontrer la force du nombre. C'est-à-dire, créer l'équilibre de la terreur. C'est ça. C'est ça. Quand on dit qu'un État est policier et contre-subversif, c'est-à-dire que cet État-là fait passer des lois qui vous empêchent de vous réunir, qui vous empêchent de vous rassembler, qui vous empêchent de parler en tant que peuple. Donc, ils font promulguer des lois qui vous maintiennent en tant que population, c'est-à-dire tel groupe ici, tel groupe là-bas, et puis ils créent des sujets qui vont faire en sorte que vous regardez en ennemi tout le temps, ou en ennemi. Tout ça, ça fait partie de cette doctrine-là. La doctrine de la guerre révolutionnaire. Donc, si les gens qui sont en face n'ont que pour arme, pour seule arme, l'arme du bouc émissaire, c'est-à-dire l'arme de la division, l'arme de l'ethnisme. Nous, en tant que peuple, nous devons trouver le moyen de faire exactement le contraire de ce dans quoi ils veulent nous mettre. C'est-à-dire éviter tous ces genres de débats sur l'identité ethnique. Parce que c'est ça qui divise. Et c'est leur arme.
Mais ça fait partie de la doctrine de la guerre révolutionnaire. C'est pas un fait du hasard. C'est une doctrine. Vous savez ce que c'est qu'une doctrine, non? Pour ceux qui ont fait les écoles catholiques, chaque jour, après l'école, vous aviez souvent 1 heure de temps de doctrine où le catéchiste, hein, vous lavez le cerveau. C'était un lavage de cerveau, si vous ne le saviez pas. C'est pour ça que, ayant grandi avec cette doctrine-là, il est très difficile aux Africains, par exemple, de condamner la religion ou de tenir un discours contre la religion et les religieux parce qu'ils ont été endoctrinés. Ils ont grandi avec cette doctrine-là. C'est la même chose qu'au niveau de l'État, on fait. Donc, l'État, un État policier, un régime policier contre-subversif, comme celui de Yaoundé, utilise cette doctrine-là, la doctrine de la guerre révolutionnaire. Et pour la comprendre, il faut entrer plus en profondeur. Parce que ça englobe presque tout. Mais c'est avec ça qu'on nous dirige depuis près de 45 ans. C'est avec ça, c'est pas avec autre chose. Voilà pourquoi, quand Paul Biya s'est rendu compte que les Burkinabés, en 2014, avaient fait la subversion. Hein, donc, puisque le régime est contre-subversif, les Burkinabés, qui étaient aussi sous un régime policier contre-subversif de Blaise Compaoré, avaient pu se réunir à Ouagadougou au mois de novembre 2014. Et ils étaient plus de 2 millions dans la ville pour dire non, pour dire trop, c'est trop. Quand Paul Biya avait vu ce scénario-là, il a compris que si ça peut se faire au Burkina Faso, le Burkina Faso qui n'a même pas une histoire riche en révolution comme le Cameroun. Parce que Thomas Sankara est reconnu comme l'un des plus grands révolutionnaires, c'est vrai. Mais ça a duré combien de temps? 3 ans. Mais au Cameroun, c'est depuis au moins 1938 qu'il y a la révolution. J'ai dit c'est depuis au moins 1938 qu'il y a la révolution au Cameroun. Les Camerounais ont vécu dans la révolution jusqu'en 1971, quand Ernest Wandji est tombé. En 91, on a essayé de refaire ça. En 2008 aussi. Mais la génération d'aujourd'hui, donc les gens qui sont nés au XXIe siècle, les gens de 2000, ils n'ont pas connu ça. Et c'est normalement notre travail de leur enseigner qu'ils sont comme ça les enfants d'un pays riche en histoire. Et que se laisser piétiner de la sorte, c'est salir la mémoire des indépendantistes.
Blessé de guerre, Yamanork. Voilà. Pour cela, il faut apprendre ce que c'est que la doctrine de la guerre révolutionnaire. Il le faut. Mais les 5 phrases qui m'intéressent aujourd'hui, ce sont ces 5 phrases-là qui peuvent nous amener à venir à bout de ce régime policier. Parce que la doctrine de la guerre révolutionnaire combine un ensemble de techniques visant à faire face à des révolutionnaires que nous sommes supposés être. Donc, acteurs d'insurrection dirigés, coordonnés et méthodiques. Les militaires qui articulent cette doctrine de contre-insurrection, donc, analysent la méthode de leurs adversaires et la synthétisent en un scénario qui comporterait 5 phases se succédant inéluctablement. Autrefois, ce sont des militaires qui avaient articulé cette doctrine, qu'il avait mise sur pied, qui avait étudié et avait mis cela en pratique. Aujourd'hui, ce ne sont plus les militaires. Les militaires sont des exécutants. Ce sont des civils, comme Paul Barthélemy Biabi-Vondo, qui se servent de cette doctrine-là. Cette doctrine qui a été mise en pratique par des militaires comme Lacheroy. L'historien Paul Villatoux résume de manière concise ce que j'ai appelé les 5 phases de la guerre révolutionnaire, conçues, comme j'ai dit tantôt, par le colonel Lacheroy, et qui resteront un socle pour l'ensemble de ses disciples. Paul Biya est un disciple de Lacheroy. Ce scénario, considéré comme immuable, débute par une période de calme, mais un calme apparent. Ça débute par une période de calme, mais un calme apparent. C'est quoi la période de calme? Et pourquoi c'est un calme apparent? C'est que, par exemple, au Cameroun, vous avez des élections présidentielles. Et il y a, avant les élections, une crise préélectorale qui est évitée. Mais après les élections, il y a une crise post-électorale qui n'a pas pu être évitée. Mais qui a été pensée. Oui. Qui a été pensée. À la sortie de cette crise post-électorale, parce qu'elle ne doit pas durer. Parce qu'on vous laisse faire des revendications, mais jusqu'à un certain point. Mais puisqu'elle ne doit pas durer, après cette période-là,
il y a le calme. Il y a le calme, la période du calme. Mais c'est un calme apparent. Donc, entre octobre 2025 et octobre 2026, je prends la période de 12 mois. Qu'est-ce qu'on remarque au Cameroun? On remarque le calme. Mais en réalité, c'est un calme apparent parce que c'est quand même le pays où il y a 10 mois de cela, les gens se faisaient tirer dessus dans les rues, où les gens se faisaient enlever dans des maisons. Donc, ce qui veut dire que les gens n'ont pas oublié cela. Il y a des gens qui n'ont pas encore fini de pleurer leur mort. Donc, ces gens-là croisent le doigt. Ils se disent, il faut que quelque chose arrive. Il faut qu'il y ait un mouvement d'ensemble. Il faut qu'il y ait un mouvement de masse. Mais étant donné que ces gens ne peuvent pas agir parce qu'ils sont... Comment je vais dire ça? Parce qu'ils sont constamment surveillés, écoutés. Il revient maintenant à ceux qui ont la possibilité d'agir, de déclencher la première phase. Donc vous voyez que c'est un calme apparent. Après cette phase-là, il y a une autre phase, celle du terrorisme. La phase du terrorisme. La phase de terrorisme. Je sais que quand on prononce le mot, les gens se sautent sur leur chaise. Mais qu'est-ce que le gars a dit comme ça? Tu veux faire de nous les terroristes? Non. Il y a une phase de terrorisme. Pourquoi le terrorisme? Parce qu'il faut commencer à frapper en plein cœur. Il faut équilibrer la terreur. Et nous ont fait ça en octobre. On n'avait pas les moyens nécessaires pour riposter. Ils ont cru qu'ils sont trop forts pour parler terre à terre comme au quartier. Nous sommes restés tranquilles. Nous avons gardé le calme. Mais un calme apparent. Donc, quand cette période de calme apparent passe, il doit avoir, quand cette phase de calme apparent passe là, il doit avoir une phase qui succède à la phase du calme apparent. C'est la phase de terrorisme. Donc, équilibre de terreur. On frappe en plein cœur. On vous montre que ce que vous faites aux populations là, nous sommes capables de vous faire la même chose. Et à un moment où vous entendez le moins, parce que nous vous avons montré le calme. Nous avons montré le calme. Donc, nous sommes restés tranquilles. Nous avons dit, ok, vous êtes fort, non? Mais au moment même où ils ne nous attendent pas, on les frappe. C'est ça la phase de terrorisme. Et quand on les frappe, ça fait quoi? Ça fait que les caméras du monde entier se braquent sur le pays. Et les enquêteurs, les journalistes, les écrivains, les historiens, je ne sais pas. Tout le monde commence à vouloir rédiger un article. Tout le monde veut savoir exactement ce qui se passe. Parce que pour certains, ça arrive comme... Mais ils seront comme, waouh, dans
l'enclos colonial Cameroun, les gens peuvent réagir comme ça. Mais on ne s'attendait pas, on croyait que c'était un peuple soumis, que c'était... oui. On commence maintenant à comprendre que la peur peut changer de camp. Et là où la peur change de camp, c'est dans la troisième phase. Celle qui va suivre la phase de terrorisme. C'est là où la peur change de camp. Et cette phase, c'est une phase de guérilla et de prise en main des populations. C'est-à-dire, quoi? Les gens avec qui vous débattez sur les réseaux sociaux tous les jours là, hein? Les Bikim David, les vous appelez quoi? Lion blanc, les Atango, les machins là, avec qui vous débattez et les gens viennent vous dire, ah, c'est le débat, non, c'est la politique, non, c'est le débat, c'est la contradiction, et c'est la politique, il faut débattre, il faut contredire, il faut donner les arguments, il faut... On n'a plus rien à cirer. Quand on entre dans cette phase-là, on n'a plus rien à voir avec je débat, je contredis, machin. C'est quoi ces conneries? Parce qu'en ce moment, on parle de la complicité contrainte. La complicité contrainte, c'est-à-dire quoi? Les Bikim David, les Atango, les Lions Blancs et autres là, ils doivent avoir peur. Donc, ils doivent vivre constamment dans la peur. Oui. Ils doivent vivre constamment dans la peur. Ils doivent avoir peur. Peur, pourquoi? Parce qu'on connaît qui sont les soutiens du régime. Donc, quand on entre dans cette phase-là, tous ceux qui sont les soutiens du régime, c'est eux qui se cachent et non nous autres là. Non, c'est un peu nous qui nous cachons, c'est eux qui se cachent. Chacun a peur qu'on dise, qu'on le pointe de doigt ou qu'on l'identifie comme étant un sardinat. Ça, c'est la troisième phase. Quand on entre dans cette troisième phase-là, vous voyez, chacun maintenant, même le dernier activiste, sent un courage. Il comprend qu'il est un vrai soldat et qu'il est en pleine mission. J'ai dit, tu allumes ton téléphone comme ça, tu mets sujet dette extérieure du Cameroun. Tu commences à parler de la dette extérieure du Cameroun. Les soutiens du régime arrivent là. Mais personne n'utilise son doigt pour appuyer sur demande. De peur de se faire reconnaître. Parce que quand il va monter pour argumenter, il va chercher à soutenir le régime et il sera identifié. Donc, comme certains ont peur de se faire identifier maintenant là, de telle sorte qu'ils ne peuvent même pas venir en caméra. Parce que ils veulent apporter leur contribution, mais ils ne veulent pas vraiment s'exposer. Ce sera maintenant le contraire de ça. Donc, c'est ceux-là qui disaient qui montraient les épaules que c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui sommes, c'est eux qui seront dans cette situation-là. Pas seulement sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ils vont se cacher partout. Au Cameroun, quand tu vas dire appeler quelqu'un sardinat, il sera capable de t'en vouloir pour toute la vie que mes gars. Donc tu me pointes pour qu'on m'assassine. C'est ce qu'il va te dire.
il va te dire que non, je n'ai rien à voir avec le régime de Paul Biya. Moi, je suis un simple citoyen. C'est comme ça qu'il va dire. Parce que du calme apparent au terrorisme, vous avez semé la terreur. Vous avez créé l'équilibre. Sans trop d'efforts, hein? Sans trop d'efforts, sans mêler trop de monde. Sans mêler trop de monde. Et c'est là où, si vous voulez un mouvement populaire où on se trouve 1 million à Yaoundé, où chasser les tyrans, à peine le mot d'ordre lancé, mais c'est tout le monde qui sera dehors. Et dès qu'on va seulement entendre que les gens de Kondongo sont sortis, qu'il y a un mouvement en Kondongo qui se dirige vers, comment on appelle là-bas, vers Etoudi. En quelques heures, il y aura des milliers, des centaines de milliers. Avant la tombée de la nuit, le million. Mais tant que ce travail n'est pas encore fait, c'est difficile. C'est très difficile. Parce qu'on n'a pas encore équilibré la terreur. Parce que les gens vivent encore avec la peur que le régime là est trop fort. Ah, vous savez comment les gens du BI s'entraînent? Ce sont les Israéliens qui les entraînent. Hein? Ils sont trop forts. Ils sont machins. Bullshit. Le Cameroun n'a rien. Sur le plan militaire, le Cameroun n'a rien. Je dis rien. On vous sort quelques armes de dissuasion et tout le monde plie sa queue. Le Cameroun n'est pas capable de contenir une journée de mobilisation populaire. Le Cameroun n'est pas capable. Je dis le Cameroun n'est pas capable de contenir, hein? Les soldats camerounais là, vos policiers, machin là, ils ne sont pas capables de contenir une seule journée de mobilisation populaire. Ils n'ont pas cette capacité-là. C'est pour ça qu'ils jouent sur la dissuasion. Donc, on sort les grosses voitures, on vous montre, on gare les faux camions dans les carrefours, on met des militaires sous là, partout là, on les donne des armes grippées, parfois même 100 balles. Vous regardez, vous tremblez. Alors que si on avait fait les 3 phases dont je viens de parler, mon frère, même les militaires là, quand on va les poster dans les carrefours, chacun va se placer là comme ça en se tournant de gauche à droite, que ça vient de quel côté, ça vient de quel côté. Les gens l'ont fait à Madagascar. Je pense que nous étions en 2000 ou 2001. Les gens l'ont fait à Madagascar. Je ne parle pas de récemment là. Vous savez comment ils avaient fait à Madagascar? Ils avaient identifié les épouses et les enfants de tous les grands officiers là. Oui, de tous ces officiers de corps d'armée là. Quand ils sortaient pour marcher là, on les a d'abord attrapés, on a mis devant dans le rang.
que vous allez marcher avec nous. Donc, que tu sois cousin, machin, dites qu'on vous a identifié. On vous prend, on vous met devant, dans le rang. Donc, quand il vous donne l'ordre de tirer là, la première personne que la balle va toucher, c'est d'abord sa femme, son enfant, ou son neveu, ou son cousin. Vous savez que chaque militaire au Cameroun a une famille, non? Voilà. C'est pas pour rien que, à l'époque des guerres d'indépendance, la France ne pouvait pas compter à 100% sur l'armée camerounaise. Les gens qui avaient massacré les UP6, en majorité n'étaient pas camerounais. Hein. Peut-être qu'on ne vous dit pas ça souvent. C'était des forces coalisées, tchado-franco-camerounaises. Avant ça, on faisait venir les soldats, même depuis le Bénin, le Togo et tout ça. Au Cameroun, là, il y a beaucoup de Camerounais qui sont d'origine togolaise, béninoise et tout ça, qui sont venus hein, pour réprimer les populations. Et comme d'habitude, nombreux sont ceux qui ont niasse nos grands-mères. Ils ont laissé les enfants. Oui. Parce que quand un Tchadien arrive par exemple, à Konsamba, mon frère, ok, militaire, on lui dit que voilà les gens qui dérangent. Calmez-les. Quand lui comprend calmez-les là. C'est-à-dire pour lui, c'est que c'est ça. Il a compris, il a bien compris le message. Il faut les éradiquer. Donc, comme lui se dit que le Camerounais n'est pas son frère tchadien. Parce qu'on a mis dans nos cerveaux que le Tchad est un pays, le Cameroun est un pays machin. Donc, les enclos coloniaux là, on a mis dans nos têtes que le Tchadien n'est pas ton frère, le Centrafricain n'est pas ton frère, toi tu es Camerounais et que lui il est Centrafricain. Alors que, en réalité, ce sont les familles qu'on a divisées. Donc quand le Tchadien prend son âme, il se met à tirer sur un Camerounais. Pour lui, c'est comme s'il massacrait les oies sauvages. C'est comme s'il tirait sur les oies sauvages. Oui. Mais si on dit que, si on parle Cameroun là, la milice du tyran, Paul Barthélémy Bienvenue, n'est pas capable de contenir un mouvement populaire au Cameroun pendant 24 heures. Non, elle n'est pas capable. Ils comptent sur la peur qu'ils ont réussi à semer. La terreur, donc. Au Cameroun, quand on voit un homme en tenue, on tremble. Les mêmes Camerounais, quand ils sortent du Cameroun, ils arrivent dehors, ils voient un homme en tenue, ils gonflent même. C'est même là où ils veulent même parler fort. Surtout quand ils ont leur papier. Hein. Je dis quand ils ont leur papier. C'est là qu'ils commencent à montrer comment ils connaissent ils connaissent la loi. Ils connaissent leurs droits. Mais quand ils sont au Cameroun, là, dès qu'ils voient un homme en tenue, c'est comme s'il avait vu Lucifer lui-même arriver. Pourtant, l'homme en tenue, là, parfois, c'est même un voisin du quartier. Tout ça pourquoi? Parce que le régime de Yaoundé est un régime policier contre-subversif. Donc, ce régime se sert de la répression
pour semer la peur. Donc, en 2014, Paul Biya voit Ouagadougou tomber, Blaise Compaoré déchu. Il s'est dit, si je ne fais pas promulguer une loi antiterroriste, la même chose va m'arriver. C'est là où il va faire passer cette ordonnance-là. Et là où aujourd'hui, quand on vous arrête au Cameroun, on vous amène seulement au tribunal militaire pour vous juger que parce que vous avez osé marcher, donc c'est-à-dire insurrection. Mais si vous vivez dans un pays et qu'on vous interdit d'aller voir dans votre bureau, parce que la rue c'est le bureau du prolétaire. Si vous vivez dans un pays où on vous interdit d'aller dans votre bureau, mais finalement vous basez sur quoi pour vous dire que c'est votre pays? Répondez-moi, vous vous basez sur quoi pour dire que c'est votre pays jusqu'à ce que vous vantez que c'est le continent, c'est machin? Dès que vous vous regroupez, on vous colle un motif. Justement, ça fait partie de la doctrine de la guerre révolutionnaire. Donc revenons faisons la lecture sur ces 5 phases-là. Là, j'expliquais, maintenant, j'ai fait la lecture. Voilà donc ramassé en une seule phrase le constat que dresse le colonel Lacheroy au mi-temps des années 1950, de la manière dont opérait l'adversaire révolutionnaire afin de gagner une guerre. C'est à partir de ce diagnostic qu'il propose des méthodes radicales qui vont être massivement utilisées par l'armée française à partir des années 1950 pour contrer les insurrections anticolonialistes. Pour contrer les insurrections anticolonialistes. Comme les mouvements, comme les émeutes de mai 1955, comme le massacre des urnes de décembre 1956 par les UPCistes. Et ça s'est passé principalement en Algérie et au Cameroun. Déplacement massif de population, interrogatoire de milliers de personnes, systématiquement maltraitées et presque toujours torturées. Multiplication des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées. Formation de commandos de contre-guérilla et développement du propagande qui ne se distingue guère de celle déployée dans les régimes totalitaires. Formation de commandos de contre-guérilla. C'est ça qu'on appelle au Cameroun bâton d'intervention rapide. Ils interviennent contre qui? Ce sont les commandos de contre-guérilla. C'est une milice au service du tyran. Vous allez me dire et Boko Haram et machin. Faites un peu le bilan du bataillon d'intervention rapide au Cameroun. Ils ont été plus présents et plus efficaces où? Contre Boko Haram ou contre nos frères anglophones ou contre les émeutiers?
Qu'est-ce qui rend cette théorie des 5 phases si convaincante pour les décideurs politiques de l'époque, lesquels vont promouvoir et couvrir ces exactions et ces crimes? Reprenons chacune de ces phases et les réponses préconisées par ces théoriciens militaires. Alors, entrons dans la première phase. Je vous ai parlé tout à l'heure du calme apparent. Écoutez bien. Dans une période calme, comme celle que j'ai décrite entre octobre 2025 et à l'heure où je lis ce texte, seuls les services spécialisés décèlent les signes précurseurs d'un orage et, en général, les signalent aux autorités responsables. On parle bien des services spécialisés. Mais l'expérience prouve qu'elles sont rarement écoutées. Pourquoi? Parce qu'il y a le calme. On se dit tout va bien, on a réussi. Donc, Trécon a un nouveau mandat. On a affaire à une population soumise. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Cette première phase de la démonstration du colonel Lacheroy est aussi la plus dangereuse en termes de liberté publique. Potentiellement, elle implique en effet un état de guerre permanente, justifiant l'intervention de l'armée avec un rôle de censeur et de policier dans les affaires civiles. Trinquier, lui, précise ainsi cette logique, je cite: la guerre moderne n'est pas officiellement déclarée, puisque c'est une période de calme. Mais comme j'ai dit, c'est un calme apparent. Non, la guerre moderne n'est pas officiellement déclarée et permet à nos adversaires de continuer à bénéficier d'une législation du temps de paix pour poursuivre ouvertement ou clandestinement leur action. Qui est-ce qui présente comme adversaire? Nous autres. Qui nous? Nous les révolutionnaires. Nous qui nous identifions actuellement comme étant activistes. Je ne parle pas de l'activisme pro-MRC. Non, je parle de l'activisme proprement dit. Donc, Trinquier dit que la guerre moderne n'étant pas officiellement déclarée, nous continuons de bénéficier d'une législation du temps de paix pour poursuivre ouvertement ou clandestinement nos actions. Mais, s'il n'y a pas de guerre déclarée bien sûr, quels sont ses adversaires? Grosse question. Puisqu'il n'y a pas de guerre déclarée, quels sont ses adversaires? Qui sont identifiés comme adversaires du clan Bia? Puisqu'il n'y a pas de guerre. Qui sont-ils? Quelqu'un peut me dire en commentaire, puisqu'il n'y a pas de guerre déclarée, quels sont ses adversaires? Qui sont les adversaires du clan Bia? C'est qui? C'est Maurice Kamto? C'est Cabral Libi? C'est qui? C'est Joshua Oshi? Non. Ce sont les activistes de base.
Ce sont les activistes de base. Et comme j'ai dit, quand je parle d'activistes, je ne parle pas d'activistes pro-MRC, pro-PCN, machin, pro-machin que vous faites sur les réseaux sociaux. Je parle d'activistes de base. Ceux qui mettent le pays avant tout, sachant que les hommes passent et le pays reste. Parce que l'activiste de base n'a pas une idée bloquée selon laquelle, quand ou rien, le MS est un bon projet de société, Cabral Libi veut le fédéralisme communautaire, c'est ça que nous voulons. Non, l'activiste de base ne se limite pas à cela. Non, il fait son travail. Pour lui, personne n'est blanc comme neige. C'est ça, l'activiste a été détourné en quelque sorte ici sur TikTok. Ta phrase est correcte. C'est ça. Donc, quand il n'y a pas de guerre déclarée, l'adversaire du clan Bia, c'est l'activiste de base. C'est ce que répond Trinquier, l'un des fondateurs de la DGR. Nous sommes des collecteurs de fonds. C'est parce que nous passons le temps à faire ici, à créer les litchis partout. Mais sauf que nous créons les litchis pour faire quoi? Soit c'est pour acheter la farine de manioc, soit c'est pour remplir nos comptes bancaires, je veux dire, avoir de quoi survivre, soit c'est pour, je sais pas quoi, aider quelqu'un qui est malade au Cameroun, je sais pas. Donc, nous faisons cela, mais pas de la façon dont il faut. Donc, parce que les activistes de base sont collecteurs de fonds, ils sont propagandistes. Je suis propagandiste. Je le sais. Ils sont meneurs de grève. Je suis un meneur de grève. Je ne me cache pas pour le dire. Je vous parle de subversion tout le temps, non? Est-ce que je me cache pour le dire? Je suis un meneur de grève. C'est-à-dire, si c'était possible que les Camerounais m'écoutent, pour moi, ils seraient dans les rues tous les jours. Et je vais le dire haut et fort, quand je veux, n'importe où. Parce que c'est mon rôle d'activiste de base. Comme Boama Sok, par exemple. En 2008, il était le meneur de grève. Et il y a plus encore. David Gallo, là, un autre qui a écrit qui a étudié cette doctrine, garde cette idée d'une guerre qui a commencé bien avant que le premier coup de feu n'ait été tiré ou le premier attentat commis. Donc nous sommes dans un état permanent de guerre. C'est pour ça qu'il dit qu'il parle d'une guerre qui a commencé bien avant que le premier coup de feu n'ait été tiré ou le premier attentat commis. Parce que nous sommes encore dans la période, dans la phase de calme apparent. Nous ne sommes même pas dans la période du terrorisme. Mais nous sommes déjà dans la guerre. Parce que c'est un état de guerre permanente.
C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi quand je regarde le comportement des soi-disant activistes sur la toile, moi, en même temps ça me fait rire, en même temps ça donne envie de vomir. Nous sommes 14 là. Mais de l'autre côté, vous allez voir un autre qui se définit comme activiste, qui a certainement ouvert un panel où ils sont en train de discuter de qui aime ABC, qui n'aime pas ABC, qui aime Bida, qui n'aime pas Bida, qui aime machin, qui n'aime pas. Et quand ils auront fini avec ça, hein, quand ils auront fini de se chamailler, bonsoir Lovely. 2 semaines plus tard, quand ils vont se réveiller, il y aura une main non identifiée qui sera en train de les gouverner. En paraphrasant clause 8, nous pourrions dire que l'insurrection, écoutez très bien, l'insurrection est la poursuite de la politique d'un parti dans un pays donné par tous les moyens possibles. Il ne s'agit pas, comme pour une guerre ordinaire, de la continuation de la politique par d'autres moyens. Car une insurrection peut naître bien avant que l'insurgé commence à avoir recours à l'usage de la force. Dans la période du calme apparent, une insurrection peut naître sans qu'on ne passe à la phase de terrorisme. Dans la phase du calme apparent, une insurrection peut naître. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état de guerre permanente. Donc, on ne programme pas la lutte. On ne programme pas le jour où on va envahir les rues. Étant donné que la rue, c'est notre bureau. C'est le contre-pouvoir principal. Pour ces auteurs dont j'ai cité David Galloula, le colonel Lachoua, Trinquier, les ennemis, dans la première phase, c'est que je suis en train de vous expliquer, ne sont donc rien d'autre que des membres de syndicats et de partis légaux aux actions non violentes. Pour ces auteurs-là, ils vous disent que les ennemis, dans la première phase, ne sont donc rien d'autre que des membres des syndicats et de partis légaux aux actions non violentes. Parce que l'ennemi ne se manifeste pas plus violent dans la deuxième étape de cette première phase. Je répète, l'ennemi ne se manifeste pas plus violent dans la deuxième étape de cette première phase. Les activités de l'insurgé au cours de cette deuxième étape restent généralement dans les limites de la légalité et de la non-violence. Parce que nous ne sommes pas encore passés dans la phase de terrorisme. Donc ce que nous faisons, ça reste encore dans le cadre dans les limites de la légalité et de la non-violence. C'est-à-dire quoi? Nous faisons de quoi? Nous faisons quoi? Nous collectons des fonds. Nous faisons de la propagande. Nous cherchons à mener des grèves. Mais encore pacifiques. Oui, c'est pour ça qu'on dit que pour ces auteurs, les ennemis dans la première phase ne sont donc rien d'autre que des membres de syndicats et de partis légaux aux actions non violentes. Là, on parle d'ennemis identifiés. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de guerre déclarée, mais quels sont donc les adversaires du régime en place?
Est-ce qu'ils peuvent les identifier? Non. Mais chacun d'entre nous connaît sa position. Et sauf que dans cette phase, nos actions sont généralement dans les limites de la légalité et de la non-violence. Elles ne constituent pas une rébellion ouverte ou un défi lancé aux loyalistes, donc aux clambia. Ainsi, les principaux théoriciens de la doctrine de la guerre révolutionnaire font état d'une guerre que seuls les spécialistes eux-mêmes sont à même de déceler dans un premier temps. Et pour cause, il se réfère à des activités syndicales et militaires auxquelles, dans la pratique, l'agent de la doctrine de la guerre révolutionnaire, dont le militaire ou le militaire, le policier, ou un autre cadre judiciaire ou administratif, devra accorder des intentions occultes d'insurrection prochaine. C'est pour ça qu'on arrête des gens ou soupçon. On a soupçonné qu'ils voulaient marcher. Comme le Biboun Isaac. On a soupçonné que on a écouté, il a parlé, il avait l'intention. Mais ce sont des intentions occultes qu'on accorde à ces personnes. Et tout ça, c'est quoi? C'est la défensive. Parce qu'ils sont constamment, puisqu'ils savent qu'ils sont en état de guerre permanente. Donc, eux, ils sont toujours prêts. Ils font tout pour que nous ne puissions pas arriver à nos fins. Mais de notre côté, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous réfléchissons comment faire pour équilibrer la terreur? Non. Nous réfléchissons comment être le plus beau parleur sur TikTok. Comment avoir le meilleur panel. Dans le live de l'autre, il y avait 1000 personnes. Hein? Dans le live de l'autre, il y avait 500 personnes. Hein? Dans le live de tel, mais on a envoyé les cadeaux. Hein? L'autre là. Oui. Donc, comment pourra-t-il distinguer un activiste sans intention insurrectionnelle d'un autre révolutionnaire? Comment? Quelqu'un peut me répondre? Comment pourra-t-il distinguer un activiste sans intention insurrectionnelle d'un autre révolutionnaire? C'est un mystère. Ça reste un mystère. Parce que nous sommes encore dans la période du calme apparent. Ce que nous faisons, nous le faisons discrètement. Nous nous organisons. Nous nous organisons de façon à passer efficacement dans la deuxième phase. Nous nous organisons comment? En collectant des fonds. Nous nous organisons en collectant des fonds. Oui, comme j'ai l'habitude de vous dire, toutes les révolutions se financent. Nous nous organisons en faisant quoi? En faisant de la propagande. Nous nous organisons à faire quoi? À inciter les gens au Cameroun de se lever.
Mais nous ne sommes pas encore passés à l'étape de violence. On leur dit, ok, il y a un bébé qui a été vous dites quoi, VIOL. Ne restez pas à la maison dormir, ne laissez pas ça passer comme ça. Indignez-vous, montrez votre indignation. Et les gens écrivent sur les pancartes, laissez nos enfants tranquilles. Ils sortent. On envoie quelques policiers pour les intimider. Mais on leur donne les consignes de ne rien faire parce qu'il ne faut pas que ça dégénère. C'est ça. C'est ça. Parce que nous sommes dans la période du calme apparent. Donc, distinguer un activiste sans intention insurrectionnelle d'un autre révolutionnaire, ça reste un mystère. À moins que tu sois un bavard qui crie partout. Que si tu arrives au Cameroun, toi seul tu vas aller à la poste centrale, tu vas prendre un char, tu vas aller bombarder et tout dit. Hein? Comme Sébastien Ibala avait fait. Il s'est retrouvé seul. On appelle ça, en français simple, brûler les étapes. C'est donc entre les lignes que l'on comprend que si l'administration en a les moyens, il convient de les ficher tous en prévision de la phase suivante, voire de les abattre préventivement. Vous voyez? Comme j'ai dit, ils sont toujours sur leur garde. S'ils vous identifient, Ouais, je pensais que c'était mon réseau à Colomb. J'avais sûrement bloqué. je pense que ça, bon, ça a sauté. Peut-être que c'est la chaleur, je sais pas trop. Mais- ou peut-être on a signalé, je sais pas. Écoute, je sais pas quoi, je sais pas quoi dire. Le nombre de personnes n'a pas vraiment bougé. Peut-être c'est un problème de connexion. Hein? Peut-être c'est un problème de connexion. Les gens n'ont pas vraiment bougé. Le nombre de spectateurs n'a pas vraiment bougé. Donc, ça peut être une attaque. Ok. Bon, je disais que ces gens-là sont toujours sur leur garde. Donc, ce qu'ils font, c'est que pour eux, ils, ils prévoient. Donc, ils éliminent tout danger pour nous empêcher d'arriver dans la phase suivante. La phase de terrorisme, de, de la publicité terroriste. Donc, ils nous abattent préventivement. En effet, à cette phase de calme apparent, il conviendrait de répondre par un contrôle de la population bien avant que n'apparaissent des premiers signes tangibles de conflits violents. C'est ce qu'ils font. Ils vous envoient des indices partout, dans les taxis, dans vos réunions.
dans les terres là où vous jouez au Ndjambo, un peu partout. Il faut un contrôle de la population. Pour essayer de savoir ce qui se dit. Parce qu'ils savent qu'ils viennent de commettre une forfaiture. Ils savent qu'ils viennent de voler la victoire du peuple. Ils savent qu'ils viennent, ils savent qu'ils ne sont pas légitimes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intimider. Les premières étapes correspondent à des conflits sociaux et politiques admissibles dans n'importe quel régime libéral. En considérant ces manifestations comme des prémices d'une organisation armée, la doctrine de la guerre révolutionnaire entre dans la logique de prévention qui s'attaque non pas à des faits avérés, mais à des intentions par nature impossibles à vérifier, comme j'ai dit tantôt. C'est de nature, c'est impossible à vérifier. Mais il s'attaque quand même. Hein? En prévention. C'est pour ça que dans une période de calme apparent comme cette période que nous traversons, si je peux mettre ça comme ça, les agents du régime sont très efficaces. Ils glissent là, au milieu de vous. Ils font comme s'ils détestent, comme s'ils n'aiment pas Paul Biya, comme s'ils n'aiment pas son clan, comme s'ils n'aiment pas le régime, comme s'ils détestent trop la gouvernance au Cameroun. Ils sont avec vous. Ils font tout pour être en premier rang. C'est eux qui ont les élections les plus radicales. Oui. Ils parlent aussi, ils maîtrisent aussi bien la langue de Molière. Ils ne ratent jamais l'occasion. Ils sont toujours présents. Partout. Partout où ça débat politique. Lovely, tu mets le nom de Chaps et tu ris. Si c'est l'un d'entre eux, fais-moi savoir une fois. Je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Depuis qu'il est monté là, je n'ai même pas cherché à savoir qui c'est. Ça fait moche. Il y a tellement de profils sur TikTok, je ne connais pas qui est qui. Ah, ok. Désolé. Non. Dans cette perspective militaire, l'opinion dissidente, voire déviante, est considérée moins comme un délit d'opinion qu'une arme de l'adversaire qui justifie préventivement l'emploi de la force. Ainsi, la logique des 5 phases porte en soi l'idée d'une guerre qui peut être évitée par l'anéantissement préalable d'une structure légale. Bien. Là, nous étions seulement dans la première phase. Sans plus tarder, passons à la deuxième phase, à moins que quelqu'un ait une question. La deuxième phase, j'essaie au début, j'ai un peu expliqué ça brièvement. C'est celle de la publicité terroriste. Donc, pour le colonel Lachoua, celui qui a inventé cette doctrine qu'il a mise en et qui s'est assuré qu'elle soit pratiquée en Indochine, en Algérie et au Cameroun. Pour lui, la première phase se poursuit par un surgissement violent de l'adversaire. Donc, brusquement, des bombes éclatent
des attentats sont commis. Des mots d'ordre se mettent à circuler et tout cela de façon spectaculaire. Parce que nous sommes sortis de la phase du calme apparent. Maintenant, nous sommes dans la phase où on équilibre un peu la terreur. On leur fait comprendre que si vous faites vos bêtises là, on vous observe, c'est pas parce qu'on a peur de vous. On leur montre que la propagande, ce n'était pas du jeu. Le colonel Lachoua considère cette première salve de l'adversaire comme sa publicité. Ce que cherche le mouvement insurrectionnel n'est pas d'endommager militairement le pouvoir établi, mais de se faire connaître et de se placer au centre des débats. Oui. De se placer au centre des débats. Les télévisions 1000 collines qu'il y a partout au Cameroun là, en ce moment, vous leur donnez du travail. Pas pour qu'ils jouent vos audios ou vous dites comment il faut empoisonner tous les camps. Ou vous dites comment on a invité une fille et camp dans les choses de Bami ou machin. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que vous leur donnez du travail. Parce qu'il doit maintenant parler, il doit maintenant avoir un autre narratif. Il doit parler de vous tout le temps. Chaque fois qu'il se réveille, il y a quelque chose de nouveau. Il doit vous dire, le Cameroun n'est plus en paix. Le Cameroun n'est plus en sécurité. Le Cameroun n'est plus... Donc ils vont multiplier tout ça et ils vont dire, ils vont faire savoir qu'il y a des attentats, qu'il y a l'insécurité partout, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Et en ce moment, on va s'intéresser. Qui sont ceux qui font ça? Et c'est là où, par différents canaux, par d'autres moyens, on leur fera comprendre que c'est la réponse à la forfaiture de trop. C'est la réponse à la répression sur le peuple. Oui. Parce qu'en ce moment, quand vous parlez d'insécurité, ce n'est pas que le peuple est en insécurité. C'est que c'est ça leur discours, c'est ça le nouveau narratif. Mais c'est pas ça la vérité. Parce qu'en ce moment, c'est pas le peuple qui est en insécurité, c'est le loyaliste qui est en insécurité. C'est lui et son clan, donc les loyalistes. Ce sont eux qui se sentent maintenant en insécurité. Parce qu'autrefois, c'est le peuple qui était en insécurité. Pris de peur, de panique. Mais maintenant que la peur change de camp, c'est pas le peuple qui se sent en insécurité. Mais ces gens-là ils auront ça comme débat. C'est là qu'ils vont commencer maintenant. Donc comme je vous disais l'autre jour que c'était l'autre jour, non, c'était ce matin. Et quand on parle un peu, on dit un peu Bamileke, vous voulez entrer dans le sol là. Les télévisions Mikolin là, c'est là ils vont maintenant bien vous dire qui est le Bamileke. Dans un enclos colonial comme le Cameroun, on viendra vous dire que ce qui se passe là, ce sont les Bamileke. Ce sont eux qui ont décidé de détruire la République. Que ce sont eux qui sont en train de commettre des attentats. Ils veulent prendre le pouvoir des Boulous. Ils veulent faire ceci. En ce moment, c'est là que vous allez comprendre comment est-ce que les gens ont fait pour conserver le pouvoir pendant 45 ans. Que ce n'était pas les enfants de cœur.
C'est là où vous allez maintenant vous réveiller que, mais on disait que les gens, si utilisent le tribalisme pour nous diviser, mais ils n'avaient même pas encore commencé. Ils vont vous sortir des choses sur le Bamileke. Et si si psychologiquement vous n'êtes pas préparé, et que vous êtes les genres de personnes que, dès qu'on dit un peu Bamileke, vous voulez creuser le goudron pour entrer dedans là. Mais vous allez porter vos affaires, commencer à fuir. Oui, vous allez porter vos affaires, commencer à fuir. Alors que c'est leur narratif, hein. C'est leur arme fatale. L'arme du bouc émissaire, l'arme de l'ethnisme, de la division. Mais ça ne va pas marcher, pourquoi? Parce que pendant la période du calme apparent, cette période-ci, nous avons fait ce travail-là. Malheureusement, c'est parce que nous sommes en train de faire. C'est parce que nous sommes en train de faire. Donc, impossible de passer à la deuxième phase alors que la première n'a même pas eu lieu. Vous comprenez maintenant là où il y a problème? Ouais. Donc, l'important est d'obtenir des grands titres dans les premières pages des journaux. De faire en sorte qu'en quelques semaines ou quelques mois, les opinions locales, nationales et mondiales se trouvent en face d'un problème. Oui. Quel est ce problème? C'est que 35 millions de Camerounais disent qu'ils ne peuvent pas se laisser gouverner par une main non identifiée. Le monde entier sera au courant. Ouais. Et le message sera passé que tant que le peuple souverain n'a pas pris le pouvoir, ce que vous voyez là, ce n'est que le début de ce qui va arriver. Ouais. Donc, Galula garde le même schéma de la Shoah. Et lui, il dit, le but de cette étape de terrorisme aveugle est d'obtenir de la publicité pour le mouvement et pour sa cause. Et il précise que l'ennemi est plus vulnérable avant qu'il n'ait acquis de puissance militaire. Donc, lui, il dit que nous, dans cette phase-là, nous sommes plus vulnérables avant qu'on ait acquis de puissance militaire. C'est-à-dire, parce que quand nous entrons dans cette phase-là, et que l'opinion nationale, mondiale, se trouve face à ce problème, nous sommes contactés. Hein? Oui, oui. On cherche à savoir qui sont derrière ce mouvement. Et c'est là où ça devient souvent compliqué pour les colonies ou les néocolonies. Hein? Comme les pays d'Afrique subsaharienne. Pourquoi? Parce que les Américains vont contacter Chaps. Ils vont lui dire que, ok, on te donne les moyens pour mener à bien le mouvement. Les Français vont contacter la balistique. Ils vont lui dire, on te donne les moyens pour mener à bien le mouvement.
Les Russes vont me contacter pour dire non. Sois tranquille. Tu as notre soutien. Les Émirats Arabes Unis vont contacter Milta pour dire, sur le plan idéologique, c'est toi qui peux bien mener cette lutte-là. Oui. Et c'est comme ça que ça risque de se, comment je vais dire ça, de se dépiécer. Hein? Un peu comme l'histoire du Libéria, où il y a Samiendo, qui est un problème qu'il faut régler. D'un côté, il y a Charles Taylor, qui est entraîné par Muammar Kadhafi, armé par Kadhafi et la France, plus Houphouët-Boigny, aidé par Blaise Compaoré pour aller renverser Samiendo. Mais de l'autre côté, il y a le prince Johnson, qui est financé par les Américains pour renverser aussi Samiendo, et qui va prendre l'avance sur Charles Taylor, parce que les Américains vont passer par comment on appelle ça, la CEDEAO, en tout cas pas les Comores, donc les forces composées à 99% des Nigérians, pour aller, par exemple, à Monrovia, faire semblant d'être des forces d'interposition et négocier une sorte de coalition entre Samiendo, qui est fermé dans son bunker depuis, et le rebelle Prince Johnson, devenu subitement puissant. Lui qui n'avait pas d'armes, qui n'avait pas de vraies armes de guerre, devient subitement le rebelle le plus armé. Donc, en ce moment, vous comprenez que ce n'est plus le combat que vous avez commencé. Il y a les puissances qui sont déjà entrées dedans. Et, comme dans le cas du Nigeria, on va appeler Charles Taylor, Samuel de Poli dit, mon frère, tu es coincé. La seule solution, c'est de faire, de t'associer, de t'associer avec le prince Johnson pour combattre Charles Taylor. Donc on divise la révolution en deux, ou la rébellion, tout ce que vous voulez. D'un côté Charles Taylor, de l'autre côté Prince Johnson. Le Prince Johnson qui va maintenant négocier avec le régime, soi-disant, pour combattre l'autre. Mais on va faire comme si la négociation s'est mal passée, et Prince Johnson va avoir la tête de Ndo. Mais c'est Charles Taylor qui va finir par prendre le pouvoir. Donc vous voyez, on vous mélange comme ça. Non. Dans un pays comme le Cameroun, qui géographiquement parlant est très stratégique, parce que celui qui contrôle Douala contrôle la sous-région. Donc celui qui contrôle Douala et le Cameroun contrôle la sous-région. On ne peut pas avoir un mouvement insurrectionnel et les gens restent observer seulement. Ils vont chercher à infiltrer ce mouvement. Chacun va chercher à contrôler une partie. Or, si nous n'avons pas préparé ce terrain-là, on risque de se retrouver avec une Sierra Leone ou un Libéria. Et on va même regretter pourquoi est-ce qu'on a commencé quelque chose. Parce que ce qui va se passer sera catastrophique. Voilà pourquoi
il n'est pas question pour nous d'accepter hein, une aide quelconque. Non. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de leaders. Parce qu'une fois que vous avez les leaders, ces leaders sont identifiés et sont corrompus. Voilà pourquoi il faut que ça se fasse vite et propre. De telle sorte que ces puissances-là, au moment de chercher à savoir quoi que ce soit, notre action sera même terminée. Et on va leur dire, c'est pas vous qui avez financé notre révolution. Nous l'avons fait de nous-mêmes. Parce que c'est une révolution du prolétariat. Nous avons combattu les inégalités. Il n'est pas question qu'on vienne refaire les mêmes choses. Parce que si on accepte leur aide, ils nous imposeront le fonctionnement que nous venons de combattre. Oui. On va remplacer les bourgeois par d'autres petits bourgeois. Communément appelés les nouveaux riches. Donc voilà pourquoi Galula précise que l'ennemi, donc nous, parce qu'il nous considère comme l'ennemi, donc l'ennemi de la main qui nous gouverne, que nous sommes plus vulnérables maintenant. Avant qu'on ait acquis des puissances militaires. Parce qu'on ne va pas avoir la puissance militaire comme ça. L'UPC était plus vulnérable avant cette étape-là. Voilà pourquoi Félix Moumi avait été empoisonné à Genève. Parce qu'il partait négocier l'achat des armes pour armer l'ANK. À cette étape-là, l'UPC était plus vulnérable. Mais si Félix Moumi avait réussi à acheminer le matériel, et Ernest Wandi aussi, de son côté au Ghana, à acheminer le matériel, la guerre ne devait pas se terminer très tôt comme ça s'est fait. Cette guerre devait continuer jusqu'à ce que l'ennemi soit obligé de se plier ou de chercher une porte de sortie de négociation. Comme ça a été le cas en Algérie. Donc, Galula trouve que si nous sommes dans la deuxième phase, dans cette phase-là, nous sommes encore vulnérables. Parce que nous n'avons pas encore acquis la puissance militaire. Et si la réaction du loyaliste est suffisamment faible, donc, de la main qui nous gouverne, du roi feignant, l'insurgé survit à cette première épreuve, au cours de laquelle il a appris jusqu'où il pouvait aller. Donc, lors de cette période, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on mesure les forces en face. Et on sait jusqu'où on peut pousser la limite. Parce que rappelez-vous que le but, ce n'est pas d'endommager militairement le pouvoir établi.
Ce n'est pas ça le but. Le but n'est pas d'endommager militairement le pouvoir établi, mais de se faire connaître et de se placer au centre des débats. Donc, il convient donc aux loyalistes, dont le pouvoir établi, de réagir très violemment avant que l'insurgé soit en mesure de lui résister militairement. Donc, vous voyez, comme je dis, ils ont une doctrine qu'ils utilisent contre nous. Dans la même doctrine, nous avons la solution à ce problème. Dans la même doctrine. Donc, c'est-à-dire, pendant qu'on dit aux loyalistes ce qu'ils peuvent faire pour nous vaincre, en tout cas même pour empêcher même d'ailleurs qu'on arrive même à ce niveau-là. Nous aussi, on puise dans ça ce que l'autre pense. Donc de l'autre côté, et c'est ce qui se passe déjà. Vous avez vu ce qui s'est passé en octobre, non? Quand le fou de Marois a dit que a demandé aux Camerounais de sortir mardi, dimanche. Ils sont sortis. Hein? Ils montaient sur les voitures des gendarmes. Ils prenaient les photos avec les gendarmes. Ils donnaient même de l'eau à boire aux gendarmes quand ils ont soif. Et on disait que non, on n'a jamais vu ça au Cameroun. Les gens sont sortis, ils n'ont pas peur, machin. Le lundi matin, vous avez vu ce qui s'est passé? Ils ont commencé le massacre. Quand les gens sont réveillés, ils sont rendus compte que dans la nuit, les gens ont sorti toutes les armes de dissuasion, ils ont mis en route. Ouais. Parce qu'il fallait réagir très violemment avant que l'insurgé soit en mesure de résister militairement. Et de comprendre ses limites même à lui. Et de connaître ses limites. Ouais. Comme tu as dit tantôt là. Exactement. Et là, ça nous envoie la phase 3 que je vous ai parlé tout à l'heure quand je parlais de Bibi, de Bekim David, Tango et tout ça. Ça s'appelle la complicité contrainte. La complicité contrainte. Donc, contraindre quelqu'un à être complice. Ça se fait comment? Outre sa fonction publicitaire, la première salve de violence, donc, dans la phase 2, la première phase de violence de l'adversaire a pour objectif de faire régner un climat de terreur qui contraint les membres de la communauté favorable au pouvoir en place à ne plus montrer le moindre signe de collaboration avec celui-ci. Donc nous, comme nous sommes dans la phase de publicité terroriste là, en dehors seulement d'attirer les caméras sur nous, de nous faire connaître et de faire en sorte que nous soyons placés au centre des débats, mon frère. Faisons régner un climat de terreur qui contraint les membres de la communauté, dont les sardinards, pour être court, ou les cabreros sardinards, tout ce que vous voulez, ou les tiros, ou ce que vous appelez tirobia, tout ça, tout ce monde-là, tout ce qui se trouve dans une position favorable au pouvoir, consciemment ou inconsciemment. On doit faire régner en même temps un climat de terreur qui les contraint à ne plus montrer le moindre signe de collaboration avec ce régime. C'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. Selon les théoriciens de la doctrine de la guerre révolutionnaire, si l'adversaire a survécu aux 2 premières phases, donc calme apparent et publicité terroriste, il passe inéluctablement à la suivante, c'est-à-dire
la complicité contrainte. Phase dans laquelle ils cherchent à obtenir le silence complice de la population par des assassinats ciblés contre les collaborateurs du pouvoir établi. Hein? Les Anuscoro. Les nanas. Celui qui a passé le pouvoir, le concours pour être boulot. Tous ces gens-là. Les... Comment on appelle le fou de Nobel là, qui avait formé sa milice en octobre. Elizang. Oui, les Elinzan. Les refoués. Tous ces quinquins qui gonflent là, tous sortent, ils gonflent là, ils vous disent comment ils peuvent vous terroriser là. Quand on a fini avec la deuxième phase, ou avec les deux premières phases, dans cette phase-ci de complicité contrainte, si eux là, ils ont survécu à ça, on va chercher, on va chercher à obtenir leur silence. Donc, ils vont fuir. Personne ne voudra plus parler. Hein? De quelle façon? Par des assassinats ciblés. Je précise bien. Par des assassinats ciblés. Si vous trouvez que c'est trop, non. Quittez. Laissez, sortez de ces choses-là. Restez chez vous, gars. Parce que j'entends parfois sur les réseaux, les gens disent que non, on va leur rien se leur faire de mal, on veut juste leur faire passer un message. Aucun message, ils rejoignent leurs ancêtres et c'est tout. Parce que les voix là, les gens sont trop gentils. Très bien. Madame Sauté porte l'enchère à 3 millions d'euros. Dites-y mieux. 3 millions une fois. 3 millions deux fois. Mille à ton micro. Je ne sais pas si tu voulais parler, mais ton micro. Ouais. Voilà. Donc, ce point est essentiel. Très essentiel. Car c'est ainsi que se constituerait la base arrière des insurgés. La situation décrite par le célèbre slogan de Mao, selon lequel le rebelle vit dans la population comme un poisson dans l'eau, s'obtient plutôt, selon les tenants de la doctrine de la guerre révolutionnaire, par la contrainte. Que les militaires camerounais soient vraiment convaincus que seule la terreur permet aux insurgés d'obtenir la complicité de la population n'est pas certain. Mais ils n'ont aucun intérêt à dire autre chose. Cela fait partie de leur propagande. Et, en bon officier de guerre psychologique, ils n'oublient jamais de la marteler, y compris pour des lecteurs a priori déjà conquis. Entre parenthèses, ces coups et manuels sont destinés à d'autres officiers de leur camp ou alliés. Cette action psychologique pose cependant un problème. Elle interdit la possibilité de sonder les opinions des populations concernées, puisqu'elle établit d'emblée le diagnostic d'une population acquise à l'adversaire par le seul terrorisme, soit la contrainte. Elle nie la possibilité d'un engouement massif pour la cause révolutionnaire, si bien que, dès ses prémices, la doctrine de la guerre révolutionnaire empêche une évaluation nuancée des opinions. Les théoriciens de la doctrine de la guerre révolutionnaire entrent ainsi dans le subtil domaine de la sociologie politique avec des catégories très grossières qui ne leur permettent pas de saisir la population dans sa complexité. Par ailleurs, cette vision d'une population manipulable à l'envie, en l'occurrence, retournée par la contrainte et le terrorisme, traverse toute la doctrine, si bien que ces tenants s'estiment en mesure d'entreprendre de grands travaux d'ingénierie sociale.
Il faut cependant noter ici des nuances selon les auteurs. Galula se montre, par exemple, bien plus conscient des difficultés à manier des opinions et de la fragilité des outils pour le faire. Il remarque notamment que le terrorisme et la propagande peuvent avoir des effets contraires à ceux escomptés. Je cite, « Tout comme le terrorisme, les opérations de propagande ont une tendance regrettable à provoquer des retours de flamme. On peut même dire que, de toutes les armes de guerre, la propagande est la plus délicate. Sans utilisation requiert de la prudence, un solide sens des réalités et une bonne anticipation. » Galula, écrivant son ouvrage en 1963 aux États-Unis, où les thèmes de l'opinion publique et de ses manipulations sont très sérieusement étudiés depuis déjà au moins une trentaine d'années. Il ne peut pas se permettre des avis tranchés à la hache comme ses collègues Lacheroy ou Trinquier. Mais retenons surtout que la doctrine de la guerre révolutionnaire repose sur la conviction que les populations sont hautement manipulables. Écoutez très bien, je le dis. Retenez. Surtout que la doctrine de la guerre révolutionnaire que le pouvoir de Yaoundé utilise contre nous repose sur la conviction que nous sommes hautement manipulables. Est-ce qu'il faut démontrer ça? Non. À court et à long terme. Pas besoin de démontrer que nous sommes manipulables. Ça se voit, ça se sait. Il a suffi que des millionnaires d'un autre genre créent leur, je sais pas, ou c'est leur association ou leur organisation, quoi, là-bas aux États-Unis, qu'elle donne un nom qui identifie cela à un peuple. Et chaque fois, pour faire leur publicité, ils cherchent quelque chose qui va soulever, qui va créer des conflits qui leur rapportent. Et comme le pouvoir de Yaoundé a une seule arme, l'arme du bouc émissaire. Vous savez c'est quoi un bouc émissaire, non? Voilà. Quand le pouvoir de Yaoundé n'a qu'une seule arme, l'arme du bouc émissaire, l'arme de la division ethnique, l'arme, oui. Donc, le pouvoir de Yaoundé sait que voilà un instrument de la conservation du pouvoir. Oui, ils savent que votre machine de ABC, c'est un instrument de la conservation du pouvoir. Donc, qu'est-ce qui peut être plus efficace que d'utiliser cet instrument-là au moment opportun pour vous manipuler? Puisque ici, dans la doctrine de la guerre révolutionnaire, on dit que cette doctrine-là se repose sur la conviction que les populations que nous sommes sont hautement manipulables à court, à long terme. Et vous vous êtes fait manipuler. Vous n'avez pas honte, hein? Vous n'avez vraiment pas honte. Hein? Vous êtes là, vous êtes nombreux. Et ceux qui pensent qu'ils ont identifié les tribalistes, et les anciens tribalistes qui sont devenus maintenant des saints et qui sont avec les autres pour identifier les nouveaux tribalistes. Le tribalisme de l'occasion, hein, je veux dire, pour l'occasion. Et ceux qui pensent qu'ils défendent leur région, leur tribu, leur peuple, je ne sais pas quoi. Et ceux
qui disent... C'est un foutoir, c'est de n'importe quoi. Et Yaoundé peut savourer. Yaoundé n'a pas besoin d'un homme. Hein? Yaoundé a juste besoin d'une main pour vous gouverner. Et cette main vous a salué. Que je vous vois dans vos débats. Bon débat. Entre-temps, hein, nous ici, nous sommes en paix. Ouais. Entre-temps, nous ici, nous sommes en paix. On vous observe, on vous regarde, on se moque. Hein, c'est quoi? Vous vous attendiez par ces conclusions-là? C'est pas moi qui ai conclu, hein, c'est le livre. Et le livre fait comme si... Comme s'il savait... Je sais pas, je parle de il comme si c'était une personne. Comme si c'était une personne physique. Bon, c'est une personne morale peut-être. Donc le livre fait comme si... S'il connaissait ce qui est en train de se passer actuellement. Et le livre vous dit exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous devez être tous couverts de honte. En réalité, vous devez être tous couverts de honte. Mais est-ce que le Camerounais a honte? Quand ça va passer, ils reviendront vous parler le gros français. Ils vont vous dire, ah, le professeur Maurice Kamto a dit que, parce que sa pensée, il a dit dans sa pensée ce lundi, il a dit que, comme vous voyez là, le MRC va faire fort. Le MRC va faire comme ça, va monter, va descendre. Vous allez, le petit argent que vous pouviez envoyer, hein, à vos neveux au Cameroun, pour qu'ils s'achètent de quoi se vêtir. Vous allez convertir ça en cadeau, vous allez leur envoyer. Ils seront bien contents. Ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. Vous allez envoyer. Ils vont aller nias lunga avec, boire du champagne. C'est un bon marché, hein. Gars, ça paye, c'est un bon business. C'est un bon business, ça paye. Ça paye, gars. Moi, je suis le fou dans toute cette histoire, dans toute cette affaire-là, parce qu'en réalité, gars, je vois le miel et je refuse de lécher le miel. C'est quoi cette affaire? Comment on dit? On m'a maudit seulement ou quoi? En temps normal, avec la façon dont vous étiez en train de me porter plus haut que le RDPC au mois d'août 2025. Mais il fallait seulement que je reste, hein, sur cette ligne-là, que je continue à vous dire ce que vous aimez entendre. Et aujourd'hui, peut-être que j'aurai déjà au moins même mes 10 000 $ dans mon compte. Mais moi, voici, j'ai sacrifié, donc j'ai refusé tout ça pour être ici en train de vous raconter ma vie, hein, des histoires que vous écoutez, et puis vous dites, le gars là, il se prend pour qui? Car je m'arrête à la 3e phase. Les 2 autres phases, pour l'instant, ne nous concernent pas.